Bonsoir à tous. Merci à la commission scientifique de la SRLF de m'avoir proposé ce thème autour de la méningite purulente, même si l'approche personnalisée, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt sur ce topo. Alors, juste pour resituer un petit peu la problématique, quelques données sur la mortalité récente des méningites graves, et vous allez voir pourquoi je commence par cette plaque, puisque vous avez ici un certain nombre d'études récemment publiées qui sont plutôt des méningites à pneumocoque, puisque c'est quand même ce type de pathogène qui est responsable d'une mortalité et que les réanimateurs voient également volontiers. Et donc, vous voyez que dans ces études, on est aux alentours de 30-40%. Et puis, si on regarde la dernière ligne, eh bien, récemment, une équipe allemande a publié un papier avec 55 méningites à pneumocoque pris en charge dans une unité de soins intensifs neurologiques avec une mortalité à 5,5%. Donc peut-être que, eh bien, eux, ils ont trouvé une approche personnalisée qui permet cette réduction drastique de la mortalité. Alors, cette équipe avait publié, il y a déjà un certain nombre d'années, l'intérêt du Doppler transcrânien. Donc peut-être que c'est par le biais de cette technologie qu'ils arrivent à une mortalité si basse. Donc ils ont repris, c'est la plus grande série, la plupart des papiers sur le Doppler transcrânien et la méningite sont des séries beaucoup plus modestes. Donc 94 patients qui sont atteints de méningite bactérienne et qui bénéficient donc d'une prise en charge avec un Doppler transcrânien. Alors ce qu'ils retrouvent principalement, c'est chez certains patients une augmentation du flux sanguin cérébral, mesuré à la fois en antérieur et en postérieur. Ils trouvent que cette augmentation est associée à des complications en particulier ischémiques et que ces complications ischémiques sont responsables d'un pronostic défavorable, puisque vous voyez que chez les patients qui ont donc une incidence plus importante de ces complications ischémiques, eh bien, l'évolution est plus souvent défavorable, de même que la durée de séjour, ce qu'on comprend assez bien. Là où on est un petit peu plus gêné, c'est quelle est la décision thérapeutique prise à partir de ces résultats de Doppler transcrânien. Et on doit bien avouer que dans ce papier, eh bien, on a assez peu d'informations. Et il cite que quelques patients bénéficient d'un traitement par nimodipine, mais sans réelle efficacité. Donc on est un petit peu embêté parce que probablement le Doppler transcrânien, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de facile à réaliser, de non-invasif, mais néanmoins, on a très très peu de données, et en particulier sur l'incidence thérapeutique que ça peut avoir. Alors l'autre élément sur lequel peut-être on peut jouer, c'est la pression intracrânienne. Alors je vous ai mis ces données qui sont des données a posteriori de l'étude de Diederik van de Beek, ou je devrais plus dire de De Gans, du New England Journal of Medicine, où ils avaient des données sur la pression d'ouverture du LCR au moment de la réalisation de la première ponction lombaire. Et donc cette plaque, pour rappeler qu'une élévation de la pression d'ouverture du LCR est associée à des troubles de la conscience, mais ne semble pas être associée à une évolution défavorable. Alors, dans la littérature, qu'est-ce qu'on a sur le monitoring de la pression intracrânienne au cours des méningites bactériennes ? Eh bien, on a ce papier publié il y a quelques années dans PLOS ONE, d'une équipe suédoise, qui prend en charge 57 patients dans une neuroréanimation qui vont tous bénéficier d'un monitoring de la pression intracrânienne, et il les compare à 53 contrôles qui sont pris dans d'autres réanimations suédoises et pas dans la leur, puisque dans la leur, tous les patients graves bénéficient d'un monitoring. Finalement, ils auront 52 patients qui bénéficieront effectivement d'un monitoring de la pression intracrânienne sur les 57 qu'ils avaient initialement prévus. On est un petit peu embêté, et vu le temps imparti, je ne peux pas vous détailler tous les éléments de cette étude, mais quand on compare déjà les deux groupes, eh bien, on a des petites différences, puisque autant le Glasgow Coma Scale est donné pour tous les patients qui sont inclus dans l'unité qui monitore la pression intracrânienne. Dans les autres unités suédoises, on utilise préférentiellement un autre score que le score de Glasgow pour évaluer la profondeur du coma. Et donc, on n'est pas absolument certain que les deux groupes soient parfaitement comparables. De la même façon, ils ont exclu des patients qui ont bénéficié d'un monitoring de la pression intracrânienne dans des réanimations qui sont également en Suède, mais qui ne font pas partie du groupe qui a présenté ces résultats. Alors, quand on regarde la mise en place et les thérapeutiques qui sont utilisées pour essayer de faire baisser la pression intracrânienne,
Dans cette étude, la majorité des malades ont une dérivation ventriculaire externe. Très peu de malades ont un capteur parenchymateux. Eh bien, on voit que l'essentiel du traitement, c'est de faire une soustraction de LCR, puisque certains l'ont uniquement à la pause, d'autres lorsqu'ils sont en réanimation. Et puis ensuite, les traitements les plus souvent utilisés, c'est les traitements hyperosmolaires, qui sont plutôt de l'ordre du mannitol ou du sérum salé hypertonique. Voilà. Alors, quand on regarde les niveaux de pression intracrânienne qu'ils ont dans cette série, je vous ai mis ici les résultats donc, de l'étude. C'est les chiffres maximaux atteints pendant plus de 5 minutes au cours de la prise en charge. Et on voit quand même qu'un certain nombre de patients déjà ne dépassent jamais le 20 cm d'eau. Et que la majorité des malades eh bien, ont moins de 30 de pression intracrânienne au maximum, ce qui sont certes des chiffres élevés, mais peut-être pas des chiffres si élevés que ça, et en tout cas qui sont parfois quand même moins élevés que dans la littérature qu'on peut lire autour du trauma crânien, par exemple. Et quand on regarde, quand on regarde quelle est l'évolution de ces patients-là en fonction de la pression intracrânienne, et qu'on regarde les patients qui évoluent favorablement, c'est-à-dire avec un Glasgow Outcome Scale ou score à 5, donc qui sont guéris pratiquement sans séquelles ou avec des séquelles vraiment minimes, eh bien, il ne semble pas y avoir de réelle différence en termes d'évolution favorable en fonction de la pression intracrânienne. Et puis, on est un petit peu embêté aussi parce que cette évolution, elle ne se fait pas à une date déterminée, mais vous voyez, entre 2 et 6 mois. Alors, évidemment, ils ont comparé les groupes. Ils ont comparé donc les groupes en intention de traiter, en pair protocole, donc ceux qui ont eu effectivement un monitoring de la pression intracrânienne. Et puis, donc, ils ont fait un test statistique pour comparer à leur groupe contrôle. Et ils trouvent que si on s'intéresse aux patients qui ont un Glasgow Outcome Scale à 5 et qui n'ont pas de perte d'audition, eh bien, il y a une différence significative en faveur du monitoring de la pression intracrânienne qui permet donc d'obtenir une baisse de cette pression intracrânienne. Évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'il y a également une baisse qui est significative de la mortalité, qui est donc la dernière ligne de ce diagramme, le Glasgow Outcome Scale à 1, puisqu'on est sur une échelle qui inclut le décès. Néanmoins, dans la plupart des études qui ont été faites, l'étude sur les corticoïdes, l'étude sur l'hypothermie qu'on a menée, on a choisi de comparer les patients et de définir les patients qui ont une évolution favorable comme étant ceux qui ont un Glasgow Outcome Score à 5, quelles que soient les séquelles auditives ou pas. Et si on refait l'analyse statistique en prenant l'ensemble des patients, on ne franchit plus la significativité, que ce soit en intention de traiter ou en pair protocole. Je vous accorde qu'on n'est pas très loin quand même de la significativité, mais c'est quand même le premier papier sur lequel on sort les malades qui ont des séquelles auditives. Alors, dans les éléments de contrôle de la pression intracrânienne, vous avez vu que dans le papier précédent, c'était surtout une soustraction de LCR. Il y en a d'autres. Il y a l'hypothermie, qui est utilisée parfois par l'équipe précédente. Nous, on avait regardé dans une étude randomisée qui a été publiée en 2013, s'il y avait un bénéfice à l'hypothermie thérapeutique. C'était une hypothermie qui était appliquée de façon continue pendant 48 heures sur des patients qui étaient atteints de méningite bactérienne et dans le coma. Et on avait trouvé plutôt une surmortalité dans le groupe hypothermie qui a amené les experts des recommandations européennes à déconseiller, ou en tout cas ne pas recommander, l'hypothermie thérapeutique. Néanmoins, il y a une autre équipe qui aussi a publié des éléments sur l'hypothermie thérapeutique. C'est évidemment une étude qui n'est pas une étude randomisée, qui est une étude de cohorte, puisqu'ils utilisent l'hypothermie thérapeutique de façon routinienne et régulière. Et par contre, dans le critère d'inclusion, ils ont été un petit peu plus stringents que nous, puisqu'ils appliquent cette hypothermie à des patients qui sont certes dans le coma, mais qui ont une réactivité au CO2 diminuée à tester sur un Doppler transcrânien,
ou qui ont des signes d'hypertension intracrânienne francs mesurés par le diamètre du nerf optique. Et de la même façon, ils n'appliquent pas une hypothermie thérapeutique de façon arbitraire pendant 48 heures, mais ils la font de 1 à 5 jours en fonction de l'analyse de cette réactivité. Alors là où on est un petit peu embêté pour analyser ces résultats, puisque bien sûr, quand vous regardez la dernière ligne, eh bien, ces résultats sont positifs en faveur de l'hypothermie thérapeutique, et donc c'est ce que recommandent les auteurs. Néanmoins, aucun de leurs malades n'a bénéficié de dexaméthasone, qui est quand même aujourd'hui un traitement recommandé par tout le monde, et donc on est un petit peu embêté. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres éléments qui peuvent être intéressants ? Peut-être du côté de l'antibiothérapie. Je vous ai remis ce papier de Cédric Bretonnière sur l'utilisation de la rifampicine, qui est un antibiotique non lytique de la paroi bactérienne et qui aurait peut-être des propriétés anti-inflammatoires, voire antioxydantes. C'est une étude rétrospective avec les limites que ça a. Ça semble montrer un bénéfice des patients qui reçoivent de la rifampicine au moins dans les 48 premières heures d'hospitalisation. Néanmoins, là aussi, on est un petit peu ennuyé parce que ça ne se retrouve que dans le sous-groupe des méningites à pneumocoque, ce qu'on comprend assez bien de la physiopathologie de la méningite à pneumocoque, mais également, il y a un petit déséquilibre entre les deux bras, puisque les patients qui ont reçu de la rifampicine ont reçu moins souvent, de façon significative, des corticoïdes. Alors peut-être qu'il faut s'intéresser à un autre antibiotique non lytique, qui est la daptomycine. Ça, c'est des résultats d'une étude de Grand Girard, une équipe suisse, sur un modèle de méningite, un modèle murin de méningite. Et en fait, ils retrouvent un bénéfice, que ce soit en termes d'apoptose cérébrale ou de séquelles auditives. Eh bien, ils retrouvent un bénéfice significatif. Visiblement, l'étoile n'est pas passée pour le diagramme de droite, mais c'est significatif pour les deux éléments, avec un intérêt à ajouter de la daptomycine à la ceftriaxone, qui reste le traitement de première intention. Alors, je vous en parle parce que va sans doute débuter dans les mois qui viennent un PHRC autour de ça, qui est géré par l'équipe de Dijon, sur l'adjonction de la daptomycine dès le service des urgences ou de la réanimation, puisqu'il y a quand même beaucoup de malades qui viennent en réanimation pour leur méningite. Alors, dernier élément que je voudrais discuter avec vous, c'est peut-être le dosage du complément dans le LCR. Van de Beek avait rapporté cette série de 11 malades qui développent une thrombose cérébrale à distance de l'épisode de méningite bactérienne à pneumocoque. Et il avait montré que chez ces patients-là, eh bien, il y a une différence sur le taux dans le CSF de facteur 5A, enfin de fraction 5A pardon, du complément. Ces éléments ont été retrouvés. Bon. Là-bas ? Ah oui, effectivement, ça marche mieux. Effectivement, ces éléments ont été confirmés sur leur cohorte, puisqu'ils ont une large cohorte de patients avec une LCR Tech. Et donc, ils ont trouvé que, au moins pour les méningites à pneumocoque, eh bien, les patients qui décèdent ont des taux de fraction 5A ou 5B du complément, significativement plus élevés chez les patients qui vont décéder. Alors, pourquoi je vous parle de cette fraction du complément ? Eh bien, vous savez qu'il y a des thérapeutiques maintenant avec des anticorps monoclonaux qui sont soit dirigés contre la fraction C5, soit maintenant aussi des anticorps qui sont dirigés contre vraiment la fraction C5A. Donc, peut-être que c'est un élément intéressant. Et puis, dernier élément, eh bien, peut-être que pour revenir au papier sur le monitoring de la pression intracrânienne, alors vraiment le collectif de malades est très très faible, hein, mais peut-être que la dérivation lombaire, ça pourrait être un moyen de soustraire du LCR, et une équipe a proposé une étude tout à fait pilote, vous voyez, avec un nombre de malades très réduit, mais chez qui ça semble intéressant. Alors, dernier élément, c'est que il faut mettre tout ça en perspective. En perspective, c'est-à-dire que je vous ai parlé initialement du papier des Munichois, avec 5% de mortalité dans la méningite à pneumocoque. Et en fait, vous avez ici la répartition en fonction du Glasgow Outcome Score. Et vous voyez que finalement, eh bien, on a l'impression que si on regarde les Glasgow Outcome Score à 5, eh bien, il n'y a pas finalement tant que ça de différence entre les deux périodes qu'ils ont observées.
Et cette réduction de mortalité est certes significative, mais elle est peut-être aux dépens de patients qui sont avec des séquelles plus lourdes. Donc en conclusion, eh bien, le Doppler transcrânien, c'est certainement utile, probablement utile, mais aujourd'hui encore, l'impact réel de ce monitoring n'est pas évalué dans la littérature. Le monitorage de la pique, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le monitorage de la pique ou si c'est essentiellement la soustraction et le drainage de LCR qui peut être intéressant. La place de l'hypothermie peut-être. Ça va être difficile pour moi de la défendre quand même, mais je me dois de dire que peut-être on n'a pas assez ciblé les patients, et c'était quand même le titre du topo, peut-être qu'on aurait dû ajuster sur un certain nombre de critères. Peut-être que dans les années à venir, eh bien, on proposera des thérapeutiques adjuvantes, que ce soit par l'intermédiaire de l'antibiotique ou d'anticorps monoclonaux. Et puis je crois que de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des critères de jugement qui soient solides, qui soient les mêmes pour tout le monde. Et je dois vous avouer que sortir les patients qui ont des séquelles auditives, ça m'ennuie toujours un petit peu. Voilà, je vous remercie.